Voilà, on est bon au niveau du lancement de l'enregistrement. Donc, merci effectivement à toutes et à tous de nous avoir rejoints pour cette table ronde consacrée à l'exécution, à un moyen d'exécution dans la commande publique qui sont les moyens de paiement. On a voulu effectivement mettre en place cette table ronde d'abord parce que, comme je le disais ce matin, l'APK, sa genèse, ce sont les moyens de paiement. On a été créé en 2003 pour accompagner le lancement de la carte achat et on a au fur et à mesure développé de l'expertise sur les solutions de paiement pour le secteur public. Ça fait 3 ans qu'on vit un contexte économique particulièrement tendu. Et dans ce cadre-là, les critères de choix en tant qu'exécution de marché public du moyen de paiement, c'est un levier qui est essentiel pour deux choses. D'abord, la bonne maîtrise du délai global de paiement de la part des entités publiques, et puis de la santé et de la pérennité économique des entreprises qui répondent au marché public. Alors, autour de ces moyens de paiement, il y a quand même beaucoup de solutions, de questions pardon, qui se posent. Il y a beaucoup de solutions qui sont proposées. C'est pas toujours facile de comprendre à quoi servent les solutions. C'est pour ça que j'ai le plaisir d'accueillir des adhérents de l'APK et des experts sur le secteur public de solutions de paiement. On a choisi de répondre à 4 questions qui sont pour nous importantes et qui sont remontées de la part des différentes entités publiques avec lesquelles nous travaillons. La première, c'est finalement à quel type de dépenses servent les solutions. Il y a beaucoup de dépenses en termes de moyens de paiement, en termes de solutions de paiement, excusez-moi, en termes de possibilités produites par les émetteurs. Mais à quoi ça sert? À quoi me servent différents moyens en fonction de ce qu'ils sont? Donc, on va essayer de répondre à ces premières questions par des exemples concrets. La deuxième, c'est on est de plus en plus, et on en a parlé ce matin, menacé par des risques en termes de cybercriminalité ou d'usage d'attaque sur la partie solution de paiement. Donc, comment je peux me protéger? Quels sont les risques et comment je peux m'en protéger en tant qu'entité publique? Quels sont aussi les impacts environnementaux qui sont liés aux solutions de paiement? La loi climat et résilience qui va s'appliquer au plus tard en août 2026 va vous obliger, quel que soit le type de marché, d'intégrer systématiquement des composantes sociales et ou environnementales. Donc sur les solutions de paiement, l'objectif est de vous éclairer aussi sur cette partie-là. Et puis, quelles sont les nouvelles attentes? Parce que je sais que vous êtes très en attente des nouvelles tendances. Donc, on aura un dernier point de prospective, qui sont les attentes des organisations et les nouveaux cas d'usage. Donc, pour répondre à toutes ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir Karim Benazizouman de BNP Paribas, qui est directeur commercial carte entreprise, Arnaud Bernet, qui est directeur American Express Carte France, Tristan Le Tertre, qui est président et cofondateur de Mooncard, Niki Flory, qui est directrice Visa Business Solutions France, et Julie Troussicot, qui est directrice d'Airplus France. Alors, je vais commencer par la première question, le premier sujet, qui sont quelles solutions de paiement pour quels usages, de l'usage vers la solution. Et on va commencer par clarifier un point. Donc là, je vais me retourner vers Niki. Dans les paiements, on parle souvent de paiement centralisé. C'est un terme qui est technique et qui est compréhensible par l'ensemble des émetteurs de solutions. Mais est-ce que vous pourriez nous expliquer finalement ce que veut dire exactement un paiement centralisé? Avec plaisir, Sandrine. Bonjour à tous. J'avoue que je suis un petit peu tombée dans la marmite depuis que je suis toute petite du paiement centralisé. Donc, juste pour vulgariser un petit peu ce que c'est, un paiement centralisé, c'est un compte dédié à l'entité publique ou à l'entreprise et qui regroupe l'ensemble des dépenses effectuées par les agents ou les collaborateurs. Il y a plusieurs types de solutions de paiement centralisé selon les cas d'usage. On parle de, par exemple, les cartes achats, les cartes logées, les cartes virtuelles, les cartes mobilité. Et mes confrères autour de cette table ronde vont revenir en détail dessus. Juste de façon hélicoptère, donner un petit peu les avantages des paiements centralisés. Le premier, c'est que le paiement centralisé offre un meilleur contrôle et une transparence des dépenses, que ce soit en amont avec des paramétrages ou des intégrations,
mais aussi a posteriori avec un reporting et une donnée enrichie. Il offre aussi un gain de temps de traitement des factures, puisque du coup, on reçoit un relevé plutôt que de traiter plusieurs factures. Et je dirais que principalement aussi, l'intérêt réside dans la satisfaction des agents, puisqu'il n'y a plus besoin d'avancer de la trésorerie. Merci Niki. Sur ce paiement centralisé, vous avez cité notamment comme un moyen de paiement la carte logée. Arnaud, pourriez-vous nous donner en fait des usages, des exemples concrets d'usage pour ce type de solution? Oui, bien sûr. Bonjour à tous. La carte logée, pour redonner un petit peu de contexte, c'est une solution de paiement qui a été créée il y a à peu près une vingtaine d'années. Donc, American Express a lancé entre autres ce produit à ce moment-là. Et puis ensuite, on l'a fait évoluer avec les acteurs du secteur public pour pouvoir adresser leurs particularités. Donc, notamment, on a travaillé avec la DAE, on a travaillé avec l'AIFE, on a travaillé avec différents organismes, la DGFiP aussi, pour pouvoir faire en sorte que cette carte logée corresponde aux besoins du secteur public. Les principaux usages, c'est pour finalement payer les déplacements professionnels. Donc, évidemment, tout ce qui tourne autour de l'aérien, du rail, de l'hôtellerie, de la location de voitures. Donc, c'est les principaux usages pour lesquels les entités du secteur public utilisent cette solution de paiement. Les avantages, en fait, Niki en a déjà évoqué quelques-uns. La centralisation, en fait, est un des principaux avantages puisque ça évite aux agents d'utiliser leurs propres moyens de paiement pour pouvoir payer des frais de déplacement professionnels. Ça permet aussi aux entités d'avoir un meilleur contrôle, finalement, d'appliquer la politique voyage qui a été décidée au sein de l'entité publique. Ça permet des gains de process puisque vous avez un seul paiement au lieu d'être obligé de payer à la facture. Donc, il peut y avoir des centaines, voire des milliers de factures chaque mois au sein d'une entité publique. Là, vous n'avez un seul paiement à réaliser. Vous avez bien sûr des gains de trésorerie, que ce soit pour l'entité publique, puisque l'acteur du moyen de paiement, donc American Express ou un confrère, en général, règle le fournisseur sous 3 jours et l'entité publique règle finalement le moyen de paiement seulement au bout d'un mois. Donc, ça fait des délais de paiement intéressants pour l'entité publique également et on sait que nos finances publiques en ont besoin. L'agence de voyage, de manière générale, est aussi assez friand de cet outil puisque ça permet en fait à l'agence de voyage de sécuriser ses propres ressources financières et donc sa trésorerie. Et puis ensuite, vous avez d'autres avantages, notamment liés aux assurances. Lorsque vous êtes un voyageur et que vous utilisez la carte logée, vous avez des assurances associées en cas d'accident notamment. Donc voilà, ce sont les principaux avantages que vous pouvez retrouver en utilisant une carte logée. Merci Arnaud. Je vais m'adresser à Karim, BNP Paribas. On va parler un peu de la carte achat. Niki avait cité carte logée, carte achat. Donc, on revient sur la partie carte achat. Donc, effectivement, c'est un moyen de paiement qui est centralisé. La BNP Paribas est l'émetteur de la carte achat pour l'État notamment. Est-ce que vous pourriez nous donner, là encore, Karim, des exemples très concrets de cas d'usage et de cas d'utilisation de ce produit? Oui, alors la carte achat, bonjour tout le monde, la carte achat est utilisée depuis un moment maintenant au sein des différents ministères et ça au travers de la DAE. La carte achat a connu en fait des évolutions dans son utilisation. Elle a commencé comme une carte de paiement pour ce qui va être tout petits achats, on a l'habitude de dire, de gomme et de crayon, et du tout venant. Elle a évolué aussi, selon les différents ministères et institutions publiques, vers des achats ou des familles d'achats plus sophistiquées, plus complexes. Et ça, c'est une évolution que l'on observe également dans le secteur privé, qui est naturelle, puisque du moment qu'on prend confiance sur l'utilisation de cette carte-là, une organisation a tendance à l'utiliser pour des commodités, disons des familles d'achats, encore une fois, plus sophistiquées. La crise du Covid nous a accéléré cette tendance-là et au sein des différents acteurs de l'État, nous avons vu des achats, plus concrètement parlant, qui touchaient par exemple des drones au sein du ministère des Armées, des gilets de sauvetage, des licences informatiques. Alors vous voyez que là, on touche déjà quand même à des familles d'achat, des biens et des services qui sont quand même intrinsèques
à l'activité même des différents acteurs. On a également vu des achats qui se font pour du gaz et des différentes comment dire, énergies, la restauration, des pièces automobiles. Donc, on a vraiment dépassé le cap des gommes et des crayons et on est rentré dans, alors je dirais pas une catégorie B, mais une catégorie C d'achat beaucoup plus sophistiquée. Donc, finalement, la carte d'achat est très contextuelle, évidemment, à l'institution qui l'utilise, mais ce qui nous conforte dans son utilité aujourd'hui, c'est qu'elle dépasse, encore une fois, les familles simples qu'on a pu voir au lancement de cette carte-là. Merci Karim. Donc on vient de voir quelques cas d'usage par rapport aux différents produits. On voit effectivement à travers le témoignage de Karim que finalement les usages ont évolué, les solutions aussi. On connaissait par exemple très bien la carte pétrole pour l'achat de pétrole pour les véhicules de fonction ou de service. Là, je vais me retourner vers Tristan Le Tertre. Vous proposez une carte mobilité, donc qui ne s'appelle pas une carte pétrole. Pourriez-vous nous expliquer à quel usage elle répond? Oui, merci Sandrine. Bonjour, bonjour à tous. Effectivement, Mooncard est un acteur un peu plus récent. On commercialise depuis quelques années en venant du monde des achats des cartes corporate. Et il y a un usage qu'on a beaucoup développé, notamment auprès des marchés publics, c'est le sujet de la mobilité. Alors effectivement, comme les cartes logées, les cartes achats, la mobilité, c'est l'achat notamment d'essence, les cartes pétrole sont une offre assez historique puisqu'elle permet à l'usager de ne pas avoir à avancer de l'argent. On peut être sur en plus des volumes qui sont très importants, avec l'avantage de simplifier la facturation, la comptabilité. Mais en réalité, les demandes qu'on a vu évoluer, c'est de dire qu'en général, les offres existantes étaient limitées à un réseau. En gros, vous avez une carte par marque ou par ensemble de marques, donc ça ne couvrait pas 100% des stations-service. Donc, dans le quotidien, c'est parfois un peu pénible pour les usagers de devoir faire des détours. Voilà. Et puis, surtout, de plus en plus, il y a le besoin d'intégrer d'autres types de dépenses, comme le mentionne Karim, c'est-à-dire qu'il y a un usage de base et puis les gens se rendent compte au fur et à mesure que, bah oui, mais ça, c'est pas très très loin. Est-ce que ma carte pourrait pas payer, dans le cas de la mobilité, du parking, du péage? Donc, les utilisateurs ont envie d'étendre l'usage de la carte. Et puis, ça, c'est même un peu prospectif, même si beaucoup nous le demandent, mais c'est la partie d'intégrer d'autres moyens de mobilité. Et donc, effectivement, les technologies actuelles, et c'est ce qu'on développe notamment chez Mooncard, permettent d'avoir des cartes pétrole nouvelle génération, cartes mobilité, qui permettent du contrôle, de la simplification, de la comptabilité, mais aussi d'avoir différents types de dépenses, et ça va dans le sens des besoins des usagers. Merci Tristan. Alors, on vient de faire un point sur la carte logée, la carte achat, la carte mobilité. Le dernier point, et Niki l'a cité tout à l'heure en tant que moyen de paiement centralisé, c'est cette fameuse carte virtuelle dont effectivement on a déjà parlé sur plusieurs plateaux et qui suscite encore beaucoup de questions et d'interrogations de la part des entités publiques. Je vais me tourner vers Julie Troussicot d'Air+. Julie, est-ce que vous pourriez nous indiquer à quel besoin et à quel type de dépenses répond la carte virtuelle? Oui, bien sûr. Bonjour Sandrine, bonjour à toutes et à tous. Et puis d'abord, merci pour l'invitation et effectivement pour nous donner à tous les acteurs du paiement l'opportunité d'expliquer un petit peu mieux et j'espère en tous les cas avec des mots simples tous ces sujets du paiement qui ne le sont pas forcément. Alors un petit mot effectivement sur la carte virtuelle. Alors on a l'impression comme ça que c'est la dernière née. En tout cas, Air+, on a lancé la carte virtuelle il y a 15 ans, donc c'est pas si nouveau que ça. Pour autant, je vais prendre quelques secondes pour rappeler ce que c'est qu'une carte virtuelle. Donc en fait, la carte virtuelle, c'est la version digitale de la carte de crédit physique. La grande différence, c'est qu'elle est à usage unique. Donc, à chaque dépense, on génère un numéro de carte unique avec son propre CVC et sa propre date de péremption. Mais pour revenir du coup au propos de Niki, cette carte virtuelle, contrairement à la carte corporate physique, elle est sur un paiement centralisé. Donc, on revient au sujet du paiement centralisé. Les usages, en fait, globalement, on peut tout payer avec une carte virtuelle à partir du moment où le marchand
acceptent d'être payés par carte de crédit, puisque c'est exactement le même concept. Donc, alors après, pour donner des exemples concrets, notamment dans les organisations, notamment évidemment dans le secteur public, quand on ne peut pas forcément donner des cartes corporate physiques à l'ensemble des collaborateurs, parce que certains vont voyager qu'une fois par an, et pour éviter que lors d'un voyage, on impose l'utilisation d'un mode de paiement personnel. Dans ces cas-là, la carte virtuelle peut être évidemment une solution. On génère une carte virtuelle pour un hôtel, pour une période donnée, pour un déplacement spécifique. Donc, c'est un premier usage qui peut être effectivement de compenser les cas où on n'a pas de carte corporate. Et puis, l'autre usage, et là, je reviens aussi à ce que disait Karine sur la carte achat, c'est que là aussi, on voit des nouveaux usages de la carte virtuelle depuis quelques années sur l'ensemble des achats indirects, donc des fournitures de bureaux, mais aussi de tout type d'achats qu'il peut y avoir, notamment, peu importe, dans les fonctions communication, dans tous les services généraux, puisque cette carte virtuelle peut être utilisée vraiment pour tout type d'achat. Donc, de plus en plus utilisée et sur des mêmes types d'achats qu'on peut voir sur une carte achat physique. Merci Julie. Donc, on vient de voir effectivement avec la carte virtuelle, mais aussi avec finalement les autres solutions qui ont été évoquées, que la digitalisation des solutions de paiement, c'est une vraie tendance de fond, mais qu'on utilise une carte physique dématérialisée, qu'on utilise une solution de paiement dématérialisée, on utilise finalement des plateformes et des cartes, et on a toujours, et les entités publiques ont toujours des questions et des appréhensions, c'est la protection. Donc, comment est-ce qu'on peut, à travers ces différents moyens de paiement digitaux, comment on peut se protéger contre toutes les menaces, et qui sont finalement aujourd'hui de plus en plus importantes au niveau des différentes attaques. Alors, je vais me retourner vers effectivement Niki de Visa. L'aspect sécurité et prévention est un souci qui est une vraie question, est un souci constant. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, Niki, pour nos auditeurs, quelles sont les nouvelles tendances pour sécuriser les paiements d'aujourd'hui et bien sûr de demain? Alors déjà, juste, je précise une chose, c'est quand on parle de digitalisation des paiements, cela va complètement de pair avec sécurité des paiements. En fait, ça fait vraiment partie du cœur de métier de Visa en tant que fournisseur de technologies de paiement. Donc, vraiment, c'est indissociable. Juste à titre d'information, ces dernières 5 années, Visa investit 9 milliards de dollars en cybersécurité et en technologie contre la lutte de la fraude. Aujourd'hui, la fraude représente moins de 0,1% de l'ensemble des transactions. C'est juste pour vous donner un peu une idée que c'est vrai que quand on parle de technologie, on a souvent l'impression que, voilà, de digitalisation des paiements, que finalement, c'est la porte ouverte à la fraude, mais en fait, ça va vraiment de pair. C'est vraiment deux notions qui sont ensemble. En termes de tendance, pour sécuriser les moyens de paiement, on voit clairement que la biométrie est en train de devenir la solution d'authentification par défaut. C'est d'ailleurs une technologie qui répond aux conditions d'authentification dans le cadre de l'authentification forte. En gros, l'authentification par mot de passe va être remplacée par la biométrie. Une autre tendance que l'on voit aussi, et qui est plutôt liée aux usages des consommateurs, c'est toute la sécurité qui se met en place autour de la crypto-monnaie. Donc là, je sais que c'est un petit peu loin de nos sujets, mais quand on parle justement de fraude, l'attention, elle est ici aujourd'hui, parce que comme ce sont des nouveaux secteurs et des nouvelles monnaies, les développements, en tout cas en termes de prévention, se portent fortement sur les crypto-monnaies. Et le dernier aspect qui, je trouve, est très important quand on parle de sécurité et qui est souvent négligé autour des moyens de paiement, et pourtant c'est extrêmement important, ce sont les plans de continuité d'activité que, par exemple, les réseaux tels que Visa ou les émetteurs de paiement mettent en place pour assurer que finalement, il n'y a pas de perturbation de service dans le paiement. Et par exemple, la pandémie que l'on a vue donc, ces 2 dernières années est un bel exemple de l'importance d'investir dans tous ces plans de continuité d'activité. Merci Niki. En matière de menaces, on a régulièrement, que ce soit les entités publiques ou les entreprises, doivent faire face à des cyberattaques régulièrement.
Et quand on utilise des solutions de paiement, on se pose aussi la question de comment se prémunir de tout ça ou comment les opérateurs se prémunissent des cyberattaques. Donc, je vais me retourner vers Tristan. Tristan, en matière de cybercriminalité ou de cyberattaque, finalement, comment les éditeurs de solutions, alors sont-ils protégés et si oui, comment? Oui, en fait, c'est une préoccupation majeure en fait, des usagers, des entités ou des entreprises, dès lors qu'on s'équipe de plus en plus de cartes. Et donc, au fait, la préoccupation derrière ça est multiple. Bon, il y a le premier sujet qui est de dire qu'est-ce qui peut se passer si on vole mon numéro de carte, si je mets ma carte sur un site internet, voilà. Et à ça, sur ce sujet très précis, on va dire vraiment de la cybercriminalité, bon, alors d'une part, il y a tous les, j'ai envie de dire, les réseaux. Nous, on a le plaisir de travailler avec Visa, évidemment. Je dois dire autour de cette conférence qu'il y a le meilleur réseau, forcément, qui a investi 9 milliards. Donc, quelque part, tous les éditeurs et les fournisseurs de solutions bénéficient de ça. Donc, on le vit au quotidien, même en tant que particulier, c'est-à-dire les validations par SMS ou par application, les alertes. Il y a énormément en fait, de systèmes qui tournent derrière pour vérifier que les transactions sont frauduleuses ou pas. Donc, quelque part, nos clients bénéficient de cela. Ça, c'est, on va dire, en préventif. Après, l'autre question, c'est de dire si par malheur une fraude arrive, alors c'est extrêmement rare hein, en réalité, nous, dans notre vie, mais bon, ça peut arriver, derrière, qui est responsable? Donc, est-ce que les assurances fournies avec la carte permettent de couvrir ça pour pas que ce soit une perte sèche pour l'entité ou pour le porteur de carte. Donc, en termes de cybercriminalité, je pense qu'on arrive à des niveaux à des moyens de paiement qui sont extrêmement maîtrisés, sûrs, assurés aujourd'hui. Et le deuxième aspect, je pense, la préoccupation des entités publiques ou des entreprises avec qui on échange, c'est surtout de dire comment ça s'inscrit, comment tout ça s'inscrit dans l'utilisation de l'entreprise. C'est-à-dire, est-ce que le porteur de carte, il ne fait pas n'importe quoi avec la carte, est-ce qu'il est piloté? S'il y a un problème d'engagement de dépenses, et là, on n'est plus vraiment dans la cybercriminalité, mais dans l'engagement, comment est-ce qu'on peut piloter? Donc, par exemple, il y a des solutions qui existent, la plupart des acteurs autour de cette table ronde proposent des solutions, c'est notre cas évidemment, c'est du pilotage de cartes par plafond, par type de dépenses, c'est derrière de faire des alertes, du contrôle en temps réel. Hein. Je vous donne un exemple très concret, beaucoup de nos clients sont friands de dire quand j'ai un collaborateur qui paye, au-delà d'un certain montant, j'aime que le manager puisse recevoir une alerte ou les responsables de flotte. Ce qui permet d'une part de piloter l'activité du porteur de carte et s'assurer qu'il n'y ait pas de dérive, et d'autre part de détecter des situations potentiellement de fraude. Donc, on a vraiment, autour du moyen de paiement, tout un système de gestion qui doit être mis en place et la plupart des outils aujourd'hui permettent cette sécurité-là. Merci Tristan. Je vais revenir sur la partie carte achat. Il y a beaucoup d'entités publiques qui ont, lorsqu'elles souhaitent mettre en place la carte achat ou qu'elles déploient la carte achat, cette même question, c'est finalement quelle est ma protection en termes de fraude si je déploie ces programmes au sein de ma structure. Donc, Karim, du côté de la BNP Paribas, est-ce que vous pourriez nous indiquer comment vos clients carte achat sont protégés en termes de fraude? Oui, tout à fait. Je voudrais, dans la continuité de ce qu'a dit Tristan, d'une part, rappeler les utilisateurs de toute carte qu'ils sont protégés déjà par la loi en termes de fraude. C'est-à-dire que l'émetteur est tenu en cas de fraude de couvrir la dépense frauduleuse et puis ensuite d'investiguer avec ses moyens l'origine de la fraude, etc. Donc ça, c'est déjà, je pense, de par le régulateur, une très bonne protection. Mais certes, elle ne se met en place qu'a posteriori, c'est-à-dire après la fraude qui peut avoir certainement des dégâts. Pour revenir à la carte achat, et finalement, les nouvelles générations de cartes, comme les cartes virtuelles aussi, contrairement peut-être d'une certaine façon aux cartes corporate ou cartes affaires, ce sont des cartes qui intrinsèquement peuvent être également, paramétrées
avec des limitations, Tristan en a parlé, limitations par plafond, mais des limitations également par utilisation, zone et pays d'utilisation, par fournisseur. On peut très bien émettre une carte qui n'est utilisable qu'avec un seul et même fournisseur, et éviter ainsi de l'ouvrir sur un réseau beaucoup plus large. On a également des limitations par temps, hein, c'est-à-dire pour un temps donné, une heure donnée, un montant donné, la carte pourra être utilisée. Donc déjà, ces outils-là qui sont intrinsèques à la carte évitent une exposition de risque de cette carte-là, notamment en termes de cybersécurité, puisque les numéros de carte circulent évidemment sur la toile. À BNP Paribas, au niveau des cartes achats, nous fonctionnons avec ces paramètres-là. Nous fonctionnons également avec Visa. Je rejoins Tristan, le plus grand réseau d'acceptation aujourd'hui. Et nous utilisons les outils que Visa nous propose d'audit, de prévention de fraude. Nous avons également à BNP Paribas, comme d'ailleurs chez beaucoup d'émetteurs, je dois dire, des entités qui travaillent sur la prévention de la fraude, c'est-à-dire que tout le procédé d'autorisation de la carte, donc à chaque fois qu'on utilise une carte, qu'elle soit achat d'ailleurs ou pas, il y a un processus d'autorisation, comme vous le savez, qui va en quelques millièmes de seconde vérifier plusieurs paramètres et des algorithmes arrivent à identifier une transaction qui rassemble des paramètres douteux et donc peuvent faire émerger cette transaction comme une transaction potentiellement frauduleuse. Alors ça peut, à un moment donné, provoquer, on va dire, un inconfort auprès de l'utilisateur. Et ce qui est important de comprendre, c'est que si des fois on vous appelle au téléphone juste pour vérifier si c'est bien vous qui avez la carte, alors là je parle évidemment de cas où vous avez la carte plastique dans la main, c'est pour la sécurité de l'utilisateur et bien vérifier que ce que l'algorithme nous a remonté est bien conforme ou pas à la réalité. Donc ce sont plusieurs éléments qui sont maintenant intrinsèques à la fois à la carte et au processus. Nous avons également, et c'est la réglementation qui nous l'a imposé à tous, l'authentification forte qui, en fait, cumule plusieurs éléments d'identification difficilement falsifiables, notamment les facteurs physiques, hein, où il faut détenir un objet particulier, puisque là, on est au-delà de la cyber, du monde cyber, mais là, on est vraiment dans de la réalité physique. Et je suis d'accord avec Tristan, les taux de fraude que nous observons de manière générale et de manière particulière sur les cartes achats sont extrêmement faibles, ce qui, pour autant, ne nous dédouane pas de la vigilance. Et à ce sujet, d'ailleurs, à BNP Paribas, nous investissons très sévèrement dans ce domaine de lutte contre la fraude en mettant à jour des nouveaux systèmes avec des algorithmes encore plus complexes, puisque ce que je pense qui est plus important, c'est certainement de résoudre la fraude, mais de prévenir la fraude. C'est-à-dire que au moment de l'acte d'achat, au moment de l'acte de paiement, qu'il soit en ligne ou en physique, on puisse avoir tous les éléments de prévention et de prédiction d'une fraude potentielle pour protéger finalement l'utilisateur. Merci Karim. Je vais me retourner vers Arnaud, qui est un très grand réseau American Express. C'est pour faire un peu de la contre-pub à Visa, il n'y a pas de raison. Arnaud, est-ce que vous pourriez nous indiquer… Je prends la parole, Sandrine. Je présente mes excuses à Amex. Ce n'était pas dirigé vers American Express, mais vers ceux qui ne sont pas là. Je tiens à le préciser, parce que toutes mes excuses… Du coup, Arnaud, est-ce que vous pourriez nous expliquer aussi du côté d'American Express quelles sont les mesures que vous mettez en place pour accompagner justement les entités publiques à se prémunir ou faire face aux fraudes? Oui, bien sûr. Donc, déjà redire ce que tu as dit, Sandrine, c'est que la cybersécurité et les attaques liées à ce mode de paiement de manière générale sont réelles. Il suffit de parler avec nos clients, que ce soit du secteur privé ou du secteur public, pour savoir que très régulièrement, les sites des ministères, par exemple, se font harponner. Donc, c'est une réalité qui est très forte et pour laquelle l'ensemble des acteurs des moyens de paiement doivent être évidemment exemplaires pour pouvoir contrer ces attaques-là. Donc, il y a déjà eu beaucoup de choses qui ont été dites. Chez American Express, on a une particularité, on est les seuls à fonctionner de cette manière-là, on fonctionne en circuit fermé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est American Express qui émet la carte de paiement, donc une carte logée en l'occurrence, mais ça peut être une carte plastique également. Mais c'est également Amex qui contractualise avec tous les commerçants.
Donc, lorsque vous avez une carte logée et que vous dépensez chez une agence de voyage, c'est American Express qui marche des deux côtés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce circuit fermé empêche qu'il n'y ait aucune information qui sorte vers l'extérieur et aucune information qui rentre de l'extérieur. Donc, ce modèle-là, en fait, c'est la première sécurité qu'on offre à nos clients pour pouvoir éviter justement toutes les attaques qui viennent de l'extérieur et tous les échanges de données qui peuvent amener à des fraudes. Évidemment, j'ai entendu des intervenants qui parlaient de numéros de carte qui circulaient sur la toile. L'avantage avec un circuit fermé, c'est que ça ne peut pas fonctionner. Ensuite, l'autre chose, c'est que bien sûr, American Express obéit à toutes les réglementations européennes et françaises. Donc, tout ce qui est authentification forte, également, nous sommes tout à fait en ligne avec ces points-là qui ont déjà été évoqués, donc je ne vais pas les approfondir. On investit également de manière très forte sur nos procédures de fraude, puisque la prévention est évidemment très importante. On a un système en fait qui apprend au quotidien, c'est-à-dire qu'on est capable de regarder les transactions qui passent sur nos cartes de paiement, d'évaluer si elles semblent frauduleuses et de pouvoir s'adapter sur les prochaines transactions pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problème de ce côté-là. Je réinsiste aussi sur le point que Karim a donné, sur le fait que la loi dise que l'émetteur est responsable de la fraude. C'est totalement vrai. Et j'ajoute que chez American Express, on fait confiance a priori à nos clients. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un client nous appelle pour un problématique de fraude, on le rembourse instantanément. Et ensuite, on fait les démarches pour vérifier si effectivement il y a eu une vraie fraude ou non, ce qui permet en fait à nos clients d'être sécurisés sur la partie de leurs dépenses et de ne pas avoir de trous sur leur compte bancaire. Et enfin, la dernière chose, et Niki en a parlé, c'est qu'évidemment, les acteurs se doivent de faire des investissements très lourds. Donc, pour donner quelques chiffres, chez Amex, vous avez plus de 1300 personnes dont le métier, c'est de gérer la prévention contre la fraude à travers le monde. Voilà, pour Amex. Merci Arnaud. Le dernier sur la fraude, c'est la partie carte virtuelle. Je vais en profiter en même temps je vais interpeller Julie et je vais en profiter en même temps pour éclairer un point sur une question qui est posée par un de nos auditeurs. Déjà la première question, Julie, c'est en termes de fraude sur le paiement par carte virtuelle, est-ce qu'il y a des risques et si oui, lesquels? Et dans la foulée, la deuxième question, c'est effectivement les collectivités, les entités publiques n'ont pas de compte bancaire. Donc finalement, comment peuvent-ils faire pour utiliser une carte virtuelle, sachant que… Mais la question se pose de la même manière pour la carte achat ou la carte logée, sachant qu'ils n'ont pas de compte bancaire directement. Alors, effectivement, du coup, sur le sujet de la fraude, est-ce qu'il y a de la fraude à payer en carte virtuelle? Non. Est-ce qu'il y a un risque? Non, il n'y a aucun risque. Les cartes virtuelles sont parmi les modes de paiement, le paiement le plus sécurisé. Alors, il y a la carte logée aussi, très clairement, puisque alors là, on est dans l'extrême sécurisation. Mais au-delà de la carte logée, après, le mode de paiement le plus sécurisé, la carte virtuelle, pour la bonne raison, c'est que le numéro de carte est à usage unique. Donc, ça veut dire qu'une fois qu'elle est utilisée, le numéro de carte devient invalide. Donc, il n'y a pas de notion de voler, évidemment, ce numéro de carte. Et puis, évidemment, là, de manière très, très évidente aussi, contrairement à du cash ou à une carte physique, on ne peut pas voler une carte virtuelle. On a aussi, évidemment, et ça a été dit, puisque c'est le cas aussi sur d'autres cartes qui ne sont pas forcément virtuelles, mais toute la possibilité de paramétrage de la carte, un plafond donné, un marchand donné, une période donnée. Enfin, on peut évidemment restreindre au maximum l'utilisation de la carte pour la rendre évidemment encore plus sécurisée. Et puis, au sein d'une organisation, la personne qui aura le droit de générer des cartes virtuelles, évidemment, et c'est quelque chose que l'entreprise ou en l'occurrence l'organisation ou l'institution décide en amont. Donc, on donne vraiment l'utilisation qu'à certaines personnes à qui on a décidé d'utiliser cette carte virtuelle. Donc, hautement sécurité, c'est vrai pour toutes les cartes virtuelles. Hein, je ne parle pas évidemment pour Airplus. Après, peut-être juste un mot sur Airplus, c'est que les taux de fraude étant tellement faibles sur les cartes virtuelles que ça nous a permis, évidemment, d'avoir l'exemption de l'authentification forte dont on a parlé, l'authentification forte qui…
qu'on connaît quand on est à titre personnel et qu'on peut payer sur Internet, et qui fait quand même que du coup, dans le monde de l'entreprise et des achats publics, dans un monde plus B2B, j'allais dire, c'est évidemment, ce serait compliqué d'avoir cette authentification forte dans le quotidien d'utilisation. Et donc, on a obtenu cette exemption uniquement parce que les taux de fraude sont très, très faibles. Donc, ça revient aussi à ce que disait Niki en début. Alors, juste pour répondre à un point, puisque c'est souvent une question là qu'on a sur la carte virtuelle, mais qu'on a aussi sur la carte achat, etc. Les entités publiques n'ont pas de compte bancaire. Donc, si elles veulent mettre en place une carte achat, une carte logée, une carte virtuelle, doivent-elles ouvrir un compte chez vous ou est-ce qu'un compte technique, ça fonctionne? Oui, nous, on n'est pas une banque. Alors, du coup, non, pas besoin d'ouvrir de compte chez nous. Nous sommes une société qui émet des solutions de paiement, mais nous ne sommes pas une banque, donc non. Pas besoin d'ouvrir de compte chez nous. Je pense que BNP et Tristan, enfin tout le monde peut répondre puisque la question, elle est là finalement, elle s'adresse à tout le monde et la réponse, je pense, est la même pour tout le monde. Vous n'obligez pas d'ouverture de compte bancaire dans la mise en place de solutions de paiement pour les entités publiques. Oui, absolument, je confirme. Alors, à BNP Paribas, on aime bien fonctionner avec du prélèvement, mais le prélèvement peut s'effectuer sur n'importe quel compte que détient l'entité publique. En système de facturation dans Chorus des dépenses qui ont été effectuées. Et évidemment, chez American Express, c'est un fonctionnement où également nous ne sommes pas une banque en Europe. Donc, pas besoin d'ouvrir un compte bancaire. Et je précise que nous acceptons le prélèvement, mais aussi le virement, ce qui est utile pour le secteur public. Donc, c'est une question qui est importante parce que c'est vrai que moi, je l'ai en tant qu'APK régulièrement de la part des entités publiques. Les émetteurs que vous avez autour de cette table, lorsqu'ils vous proposent une solution, que ce soit carte logée, carte achat, carte virtuelle, carte mobilité, ne vous obligent aucunement à ouvrir un compte bancaire parce qu'ils sont effectivement experts dans ce domaine et ils savent très bien que vous ne possédez pas, pardon, excusez-moi, Karim, j'ai oublié BNP Paribas, ou là, je m'excuse, vous ne possédez pas de compte bancaire, vous n'avez pas cette possibilité, donc il fonctionne par prélèvement ou par virement en fonction de l'accord qui est mis entre vous et l'agent comptable. Mais c'est important d'y répondre parce que c'est une question qui me revient quand même extrêmement régulièrement. Sur la partie empreinte carbone, après cette partie fraude, je le disais, au plus tard en août 2026, l'ensemble des marchés, y compris pour acquérir une solution de paiement, devront avoir des composantes sociales et ou environnementales. Et c'est vrai que c'est quelque chose dont on parle beaucoup moins en termes de solutions de paiement. Donc, on va essayer d'être rapide là-dessus parce qu'on est déjà un petit peu en retard. Mais la première question, on va essayer de décoder un petit peu tout ça. Je vais me retourner vers Arnaud. Et Arnaud, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour accompagner les opérateurs publics à gérer justement cette empreinte carbone ou à mieux la gérer? Alors, je vais répondre en deux temps. D'abord, en tant que fournisseur, lorsque vous utilisez des cartes American Express pour la partie plastique, il faut savoir que depuis cette année, en France, vous avez maintenant les cartes plastiques American Express qui sont faites à base de plastique recyclé. Donc, c'est une nouveauté qu'on a lancée cette année. Donc, c'est une très bonne chose, évidemment. Alors, c'est certainement très peu de choses au niveau de la pollution globale, mais il faut savoir que pour American Express, au niveau mondial, c'est quand même 80 tonnes de plastique vierge qui ne seront plus utilisées dès cette année. Et on utilise maintenant du plastique recyclé, notamment prélevé dans les océans, donc tout ce qu'on a pu collecter et qui est réutilisé pour faire nos nouvelles cartes. Donc voilà, ça c'est une première chose. Une deuxième chose qui va être encore plus concrète pour les acteurs du secteur public, c'est qu'on met à disposition de nos clients des rapports qui permettent en fait d'évaluer l'empreinte carbone des voyages des agents du secteur public. Jusqu'à aujourd'hui, on le faisait principalement pour l'aérien. À partir de cette année, on fait également une nouveauté puisqu'on va mettre en place ces rapports pour évaluer l'empreinte carbone non seulement de l'aérien,
mais également du rail, de l'hôtellerie, de la location de voitures. Donc, ça va permettre en fait aux entités publiques qui le souhaitent de pouvoir avoir accès à véritablement un outil complet pour pouvoir mesurer l'empreinte carbone de leurs déplacements professionnels. Et enfin, de plus en plus, en fait, dans les appels d'offres auxquels on répond, que ce soit dans le public ou dans le privé ou lorsqu'on répond à des marchés publics, il y a des dimensions RSE, responsabilité sociétale et environnementale, sur lesquelles les fournisseurs sont interrogés. Et donc, simplement 2 messages. Le premier, c'est que American Express s'est engagé au niveau global dès 2035 à être net en émissions de carbone, donc au lieu de l'accord de Paris qui précise que ça doit être en 2050. Donc, on prévoit 15 ans d'avance sur ce sujet-là. Évidemment, il y a tout un tas d'actions qui sont mises en place et que je ne vais pas détailler ici. Et puis ensuite, dans les marchés publics, très souvent, vous avez des clauses sociales dans les marchés, employer des personnes, par exemple, handicapées ou ce genre de choses. Et Amex, à chaque fois, est capable de répondre à ces demandes dans les marchés publics. Donc, on peut aussi aider les acteurs du marché public dans ce principe-là. Merci Arnaud. Donc, on voit effectivement que finalement, les émetteurs de solutions se préparent pour ce changement. Julie, on sait que quand on travaille sur les solutions de paiement, derrière, il y a par exemple des serveurs qui sont des très gros consommateurs d'énergie, qui ont un impact pas bon au niveau de l'environnement. Et donc, du coup, de manière globale, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les mesures qui sont prises pour réduire justement ces impacts liés à tous ces serveurs qui tournent 24 heures sur 24, non-stop, tous les jours de l'année? Oui, effectivement, alors c'est quelque chose en tout cas chez Airplus qu'on a identifié depuis un petit moment, et depuis 2015, on a un partenaire, un organisme qui s'appelle MyClimate, avec qui on travaille, qui nous a permis dès l'année 2015, pour toutes nos solutions de paiement, notamment carte logée émise en Allemagne, de compenser toutes les émissions de CO2 liées clairement aux serveurs utilisés pour émettre, puisque forcément, ce ne sont que des solutions virtuelles. Donc, c'est le seul impact, entre guillemets, environnemental. Une fois qu'on avait fait du paperless, on a supprimé tous les papiers. C'était évidemment c'est toute l'énergie utilisée pour les serveurs. Depuis les débuts de cette année 2022, c'est l'ensemble des produits, des solutions Airplus dans le monde entier, sur tous les marchés, et donc y compris évidemment le marché France, qui concerne aujourd'hui le secteur public, qui sont compensés avec cet organisme MyClimate, qui nous permet, avec les compensations évidemment, qui permet à MyClimate d'investir notamment dans des technologies pour essayer de réduire l'impact environnemental de toute l'énergie utilisée sur notamment les serveurs. Voilà un exemple concret de ce qu'on peut aussi faire, même si on est, voilà, comme tu disais Sandrine, pas forcément souvent questionné là-dessus, puisque l'aérien ou les locations de voitures va être plus questionné, mais nous aussi, solutions de paiement, je pense que tous autour de cette table, on a notre rôle à jouer. Merci. Donc, pour tous les acheteurs publics qui nous écoutent, vous avez donc détecté des pistes à mettre dans vos futurs cahiers des charges en termes de mesures prises, en termes de réduction sur les serveurs, recyclabilité des cartes, cartes issues de produits de matières recyclées, etc. Donc, ce sont effectivement des composantes sur lesquelles il faudra travailler dans les années à venir pour être conforme en termes au moins de prise en compte de la loi climat et résilience. Sur la dernière partie de cette table ronde, il nous reste 15 minutes, 10 minutes si on veut répondre à quelques questions. Du coup, il va falloir être super rapide. On va faire un petit peu de prospective, même si on en a déjà un petit peu parlé. Donc, Niki, quelles sont pour vous les évolutions d'usage technologique que vous avez constatées? Clairement, je pense que voilà, on en a pas mal parlé aujourd'hui sur cette table ronde. L'évolution du paiement, elle est évidemment liée aux paiements digitaux. Comme le disait Julie aussi tout à l'heure, on parle depuis longtemps de la carte virtuelle, mais ce que l'on voit réellement, c'est que les cas d'usage de la carte virtuelle se multiplient, connaissent une forte augmentation. La carte virtuelle joue de plus en plus un rôle stratégique dans l'automatisation de la chaîne d'achat. Elle évite les ruptures. Et juste pour aller rapidement, en donnant des cas concrets, on voit deux grands cas concrets. Donc, effectivement, les achats en ligne.
comme le disait Karim tout à l'heure aussi, c'est que ce que l'on voit avec la carte virtuelle, c'est qu'elle était utilisée pour les achats, ou la carte achat d'ailleurs, hein, pour les achats non stratégiques, et que l'on est en train de voir aujourd'hui qu'elle s'intègre dans une chaîne d'achat avec des achats beaucoup plus importants. Nous aussi, on a un rôle à jouer sur tout ce qui est acceptation de la carte, parce qu'effectivement, on s'attaque quand même à des montants qui sont plus importants. Et puis, la grande nouveauté, donc j'en avais parlé déjà un petit peu l'année dernière, mais c'est vrai qu'on le voit de plus en plus émerger, c'est de pouvoir intégrer les cartes virtuelles sur support mobile, donc dans les smartphones, et de pouvoir utiliser son smartphone au point de vente en paiement sans contact, tout en bénéficiant de toute la sécurité, de toute la souplesse d'une carte virtuelle. Voilà, j'ai essayé d'être rapide. Merci Niki. Du coup, on va faire un petit tour de table des évolutions. Alors, je vais commencer par Arnaud, parce que c'est comme ça dans mon fil rouge. Hein, désolé, il n'y a pas d'ordre spécifique. Du coup, Arnaud, est-ce que vous pourriez nous indiquer quels sont les nouveaux cas d'usage ou les nouvelles demandes de la part des organisations que vous avez pu recenser par rapport à vos différents clients, qu'ils soient publics ou privés? Alors, il y a une tendance très forte dans les demandes de nos clients, c'est la simplification. Nos clients et le secteur public en particulier demandent à ce que l'utilisation d'une carte de paiement, quelle qu'elle soit plus simple. Et donc, j'ai deux exemples à vous donner dans ce cadre-là. Le premier qui va concerner la carte logée, donc toujours à destination des entités publiques. On a mis en place en fait assez récemment, sous l'égide en fait de la DGFiP, un nouveau système de fichiers, donc de relevé de paiement. On appelle ça le relevé d'opération. Ce relevé d'opération, il est extraordinaire parce que non seulement il permet bien sûr de lister l'ensemble des transactions qui passent sous cette carte, mais surtout il est intégrable directement dans les outils de l'État, donc notamment pour ceux qui connaissent Chorus par exemple. Et ce qui était encore plus extraordinaire, c'est qu'avec un seul relevé d'opération, vous avez la pièce justificative fiscale pour l'agent comptable. Vous n'êtes pas obligé, comme dans le privé, de récolter l'ensemble des factures pour pouvoir les donner comme pièce justificative. Ce relevé d'opération qui a été créé en accord donc, avec les services de l'État sert de pièce justificative. Donc, en termes de simplification, pour la carte logée, on ne peut pas faire mieux, en tout cas à ce stade. Deuxième exemple que je peux mettre en avant, tout à l'heure, on a évoqué l'authentification forte. Donc, on a tous été confrontés à ce sujet-là dans notre vie privée, lorsqu'on nous demande un code, lorsqu'on nous demande un mot de passe ou que sais-je, qui effectivement est assez compliqué parfois on oublie les mots de passe, etc. Chez American Express, on a développé quelque chose de particulier, on appelle ça l'Express List, ce qui fait que lorsque vous avez à dépenser avec votre carte plastique, donc individuelle, plastique recyclé, hein, donc depuis le début de l'année, vous êtes maintenant en mesure finalement de cocher un certain nombre de fournisseurs dits de confiance. Donc par exemple, si vous allez dépenser régulièrement chez un Air France ou à la SNCF, eh bien, il suffit de cocher finalement ce fournisseur dans notre application pour que vous n'ayez plus en fait à être soumis à cette demande de mot de passe. Et donc en termes d'usage, c'est beaucoup plus simple, bien sûr, pour la personne qui possède la carte. Et puis les commerçants sont ravis aussi parce que ça leur évite de perdre un grand nombre de transactions. Voilà pour la simplification. Merci Arnaud. Tristan, du côté de chez Moncard, quelles sont les principales demandes ou les nouveaux cas d'usage que vous avez pu identifier chez vos clients, publics, privés, hein? Oui, je pense que la demande globale, c'est de sortir des silos, effectivement, qui ont été développés dans l'histoire entre les différents types de cartes et d'avoir des moyens de paiement qui sont les plus universels possibles. En gros, des moyens de paiement simples, comme le disait Arnaud, qui permettent de payer partout, de manière simple, sur le mobile, en virtuel, une carte physique, sur Internet. Et donc, en réalité, au fait, les porteurs de cartes s'attendent à vivre dans leur univers professionnel, ce qu'ils vivent dans l'univers personnel, c'est-à-dire des interfaces simples, fluides, et puis une carte qui permet de payer partout. Donc, je pense qu'il faut prendre le meilleur de l'expérience utilisateur et le remettre dans le monde professionnel. Tout ça, et le deuxième élément dont on entend parler, on en a parlé, c'est des enjeux environnementaux, que ce soit dans l'analyse, le reporting des achats responsables, et puis aussi la mobilité, c'est-à-dire diriger vers des moyens de mobilité plus éco-responsables.
Merci Tristan. Ben, Karim, même chose, puisque c'est un tour de table sur les nouvelles demandes ou nouveaux cas d'usage de la part de vos clients publics-privés. Pas de grande surprise. Beaucoup des choses qui ont été dites concernent évidemment ce que l'on observe depuis notre tour de contrôle. Alors, outre le fait qu'évidemment, avec notre carte achat qui est totalement dématérialisée avec l'État, complètement intégré dans Chorus, ce que l'on voit et ce que dit Tristan est très juste, c'est le besoin de convergence des différents moyens de paiement. Et ce que l'on observe en particulier avec nos grands clients, privés ou publics, c'est la convergence également entre les outils de paiement bancaire purs et les outils de paiement carte. Et ça, c'est un gros travail que nous faisons pour effectivement proposer cette convergence et faciliter encore une fois l'utilisation de la carte par les utilisateurs, les différents utilisateurs évidemment dans les entreprises et dans les entités publiques auprès de leurs marchands. Je voudrais également souligner l'importance de la digitalisation. Et effectivement, comme le dit Tristan, on ressent le besoin, mais nous n'avons qu'à observer nos propres besoins, le besoin d'utiliser dans un contexte professionnel nos cartes de la même façon que nous l'utilisons dans un contexte privé. Donc, c'est vraiment dans le même esprit des commentaires de mes collègues. Merci Karim. Et ben, Julie, pour ce tour de table, du côté de Cher Plus, quelles sont les demandes qui vous reviennent régulièrement, qui vous sont faites, privées, publiques? Oui, alors beaucoup de choses ont été dites. Pour résumer, pour aller vite et pour laisser un petit peu de temps aux questions, parce que j'ai vu qu'il y en avait quelques-unes, je vais dire deux grandes tendances. Sur l'aspect déplacement professionnel, la grande tendance, c'est clairement à avoir des solutions de paiement mobiles. Et là-dessus, c'est non seulement sur de la carte virtuelle, mais de la carte aussi corporate, donc de la carte physique. Voilà, dans les semaines à venir, on va l'annoncer sur évidemment la possibilité de transférer toutes ces cartes plastiques uniquement sur mobile. Et en fait, l'enjeu de tout ça, il est non seulement évidemment l'utilisation, comme le disait Tristan, ce qu'on expérimente dans notre vie de tous les jours, on a envie d'expérimenter aussi dans le monde professionnel, mais aussi sur l'enjeu environnemental. Pour le coup, le plastique recyclé, c'est très bien. Et d'ailleurs, félicitations à Mex, parce que j'ai évidemment suivi ça de près. Mais finalement, ce qui est encore mieux que le plastique recyclé, c'est plus de plastique du tout. Et ça, c'est vraiment une demande qui nous est faite, en tout cas nous, par nos clients. Donc, évidemment, c'est le digital et le mobile complètement. Et l'autre grande tendance qui est pour le coup plutôt dans la partie achat indirect, donc si on sort du voyage, c'est vraiment de changer fondamentalement aujourd'hui toute la logique des virements et d'essayer de remplacer au fur et à mesure par du paiement par carte virtuelle. Et on voit qu'il y a de plus en plus d'achats, y compris stratégiques, qui peuvent être effectivement payés par des cartes virtuelles, ce qui évite énormément évidemment tous les processus de comptables plus compliqués liés au virement. Donc voilà les deux grandes tendances que nous voyons sur le marché public comme privé. Merci. Alors, il nous reste quelques minutes, pas beaucoup. Je suis désolée, j'ai un peu une drôle de tête, mais j'ai une conjonctivite à l'œil. Donc, excusez-moi si au fur et à mesure mon œil gonfle, tout va bien sinon. Du coup, il y a une question. Alors, on a répondu tout à l'heure à la question sur est-ce qu'il faut avoir un compte bancaire pour utiliser vos solutions? La réponse est non. Et j'ai une autre question qui est comment supprimer les anomalies dans les ROP, donc dans les relevés d'opération, qui posent problème aux services financiers. Alors, comme il peut y avoir un ROP carte achat, un ROP carte logée, un ROP carte mobilité, un ROP carte virtuelle, je propose que chacun fasse une réponse très synthétique. Alors, je veux bien commencer. Peut-être que je me trompe et je me dis que c'est sans doute adressé à Amex la question, mais je me trompe peut-être. Puisque le terme d'Europe, et Karim ou Julie ou Tristan diront si c'est également utilisé dans leurs entités, je ne sais pas. Absolument. D'accord, très bien. Donc, je vais répondre pour Amex. Donc, c'est relativement simple, il suffit de se mettre en relation avec notre service clientèle. En général, c'est quand il peut y avoir des anomalies sur la carte logée, si ça concerne la carte logée, ça peut être lié donc à l'agence de voyage. Donc, il suffit simplement de nous contacter et de voir ensuite avec l'agence de voyage pour pouvoir mettre à jour les éléments qui n'auraient pas été correctement remplis par l'agence de voyage, par exemple. Ça peut être ça, mais il faudrait que j'ai un peu plus de détails. Moi, je veux bien prendre la relève tout de suite derrière. Ce qui est important à comprendre, et je pense, je m'avance, chers collègues
merci de me contredire, c'est que dans le monde des cartes, en fait, la donnée que nous transmettons dans l'Europe est la donnée qui est fournie par le fournisseur. D'accord? Donc, nous sommes vraiment à une sorte de passe-plat. On met les données en forme et si cette donnée est erronée, effectivement, il y a moyen, il y a nécessité de retourner à la source. Maintenant, on ne vous laisse pas seul, en tout cas pas à BNP Paribas. Vous avez les moyens de contester le contenu et nous vous accompagnons. Mais ce qui est important de comprendre dans le processus, c'est que BNP Paribas, en tout cas, et les émetteurs de cartes n'interviennent pas dans le contenu de la donnée. Au mieux, il y a une agrégation des données, des différentes sources. Mais s'il y a effectivement une problématique sur la qualité et le contenu, merci de nous le remonter et d'en parler éventuellement et on vous indiquera cela avec le fournisseur en question. Tristan? Karim et Arnaud étaient d'une impressionnante clarté comme à leur habitude, donc je n'ai rien à rajouter. Julie? Tout comme Tristan. Voilà. Sachez que, en fait, pour compléter le propos, vous êtes toujours dans le cadre d'une commande publique, notamment quand vous êtes en carte achat où il y a une instruction qui encadre l'utilisation de votre solution de paiement. Donc, comme le disait Karim, il y a plusieurs process. Quand vous êtes sur une carte logée ou une carte mobilité, etc., à chaque fois qu'il y a une donnée qui vous arrive, parce que ce soit Mooncard, Air+, American Express, BNP Paribas, ils reçoivent les données qui sont transmises d'un tiers, qui est le fournisseur, l'agence de voyage ou la station essence, ou peu importe le péage, ou le fournisseur de produits. Donc, ils reçoivent les données. Donc, dans tous les cas, vous avez effectivement la nécessité de revenir vers l'établissement, votre contact de l'établissement qui vous a fourni la solution pour corriger l'anomalie que vous rencontrez. Après, tout dépend quand l'anomalie est constatée, mais si elle est constatée une fois le relevé d'opération produit, il faut contacter systématiquement votre émetteur pour procéder aux modifications, puisque le relevé est déjà produit, donc on ne peut plus revenir sur le relevé qui a été établi, mais on peut modifier un relevé suivant. Eh bien, écoutez, nous sommes à 58, donc on est pile poil dans notre timing. Donc, je vais tous vous remercier. Sachez que pour ceux, les replays seront bientôt disponibles. Donc, si vous voulez partager avec ou réécouter, voilà, vous pourrez réécouter cette table ronde. Vous recevrez aussi les adresses de nos experts pour pouvoir aller plus loin si vous avez des questions complémentaires, parce que c'est toujours très compliqué, très technique, hein, les moyens de paiement. Donc, c'est vrai que parfois, il faut aller un petit peu plus loin. Je vais maintenant, je vais remercier l'ensemble de mes intervenants pour leur prise de parole dans cette table ronde. Et merci beaucoup Arnaud, Tristan, Julie, Karim, Niki. Et puis, je vais demander donc aux participants de l'autre table ronde de se connecter